At the beginning, you must choose the language for the interpretations and for French or English. Vous devez donc choisir la langue dans laquelle vous voulez entendre la conférence en choisissant en bas à droite français ou anglais. Laissez vos micros éteints pendant la conférence, s'il vous plaît. Ça facilitera tout le monde. Chers amis, je suis vraiment heureux de vous retrouver cet après-midi pour notre deuxième conférence de la journée. Et je souhaite particulièrement la bienvenue à ceux qui nous rejoignent seulement cet après-midi pour des raisons de décalage horaire. Comme je l'indiquais ce matin, c'est la première fois que notre association ne se réunit pas à Paris au mois de juin. Ceci depuis la création en 1986 de notre groupement. Dans la conférence de ce matin, que j'invite tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous de prendre le temps de visionner dès qu'elle sera sur notre site Internet, nous avons pu découvrir ou obtenir de nouvelles informations sur un métier qui nous concerne tous, l'évaluation d'entreprise, et plus particulièrement sur les normes internationales IVSC, exposées, présentées avec beaucoup de passion par M. de Courcelles. Le deuxième thème continue à être dans le domaine de la sortie de crise et des opportunités qui s'offrent à nous. Il s'agit d'étudier les outils à disposition de notre profession pendant cette période. La conférence sera présentée à l'invitation de notre membre parisien Janin Audace par M. Jacques Potvin, expert comptable français, bien connu de la profession, qui, comme vous l'avez vu sur son CV, a eu et a encore de très nombreuses responsabilités et qui, mieux que lui, connaît nos outils et notre profession. Je lui cède immédiatement la parole. Monsieur Potvin, votre micro est coupé, si j'ose me permettre. On ne vous entend pas. Voilà, c'est parfait. Good afternoon, everyone. It was decided. Bonjour à toutes et tous. On a décidé que j'allais m'exprimer en français. Mais si vous avez des questions, vous pourrez me les poser en anglais. J'avais l'intention, dans le temps qui m'est imparti, d'aborder trois problèmes. Quand je dis trois problèmes, c'est trois situations. Les questions dont nous devons prendre en compte pour le futur, sans doute quelques mots sur l'évolution de la gouvernance de nos structures et de nos cabinets, et enfin quand même faire un petit tour d'horizon rapide sur le nouveau code d'éthique. L'essentiel quand même sera sur ce qui concerne nos activités et la manière dont nous pouvons les traiter. Ce que je crois, c'est que nous vivons une période inédite. Cette pandémie mondiale a plongé beaucoup d'économies dans une situation extrêmement difficile et a obligé la profession à s'installer dans une relation professionnelle qui était une profession, pour une fois, à travers des outils informatiques, à travers des échanges comme cet après-midi, et non plus dans des réunions dont nous avons l'habitude avec nos clients ou avec nos collaborateurs. Que je crois, ce qui marque aussi cette époque, c'est que nous avons connu beaucoup d'évolutions dans nos métiers. Nos structures d'aujourd'hui sont très éloignées de celles d'il y a 20 ans ou 25 ans, mais les structures de demain seront très différentes de celles d'aujourd'hui. Je crois que dans 5 à 10 ans, les structures que nous animons seront tout à fait différentes des structures que nous avons aujourd'hui. Et ce que je crois, c'est que l'accélération du changement est une donnée que nous devons tous prendre en compte. Les formidables évolutions, les changements de technologie sont des sujets que nous devons absolument prendre pour notre compte. Les succès d'hier ne seront pas les succès de demain. Les recettes qui ont fait la qualité de la profession
ne seront pas les recettes qui feront la qualité de la profession de demain. La première chose, c'est qu'il faut, entre guillemets, embrasser le changement, pour prendre une formule franco-anglaise. Qu'est-ce que ça veut dire que embrasser le changement? Ça veut dire que globalement, tous les outils que nous avons connus, même les outils que nous utilisons aujourd'hui, vont changer, évoluer radicalement dans les 2, 3 ou 4 années qui viennent, à une rapidité qui est telle que souvent, lorsqu'on s'est adapté à un outil, le nouvel outil arrive déjà et il faut de nouveau s'y adapter. Alors, comment faire pour se mettre régulièrement au niveau? Eh bien, ce que je crois, c'est que le premier sujet est qu'il faut avoir, entre guillemets, un système dans chaque structure ou au niveau du réseau pour suivre l'ensemble de l'évolution et scanner l'ensemble de l'environnement informatique. Et évidemment, nos structures doivent collaborer avec des spécialistes de tout ce qui est Internet, des spécialistes de tout ce que sont les nouveaux outils. Les RegTech sont devenus aujourd'hui partie intégrante de nos activités. Nous devons absolument apprendre de tous ces systèmes et nous devons voir comment nous intégrons ces nouvelles technologies dans notre environnement. Bien sûr, les professionnels que nous sommes sont les conseils privilégiés de nos clients. Pour autant, pour rester les conseils privilégiés de nos clients, nous devons nous interroger, c'est mon deuxième sujet, sur comment nous avons une stratégie qui s'aligne sur un développement de long terme avec la mise en place de plans réalistes du changement et notamment du changement de nos organisations. Ce changement de nos organisations, il doit être conçu comme le changement que nous recommandons à nos clients. Ça veut dire qu'il faut globalement un plan financier. Quels sont les investissements auxquels nous devons faire face? Quels sont les retours que cet investissement nous procurera? Et comment nous avons un outil de mesure pour nous assurer que les différents systèmes auxquels nous allons devoir nous adapter correspondent évidemment à nos besoins et à la capacité financière de les financer. Nous n'avons sans doute pas l'habitude, comme beaucoup de nos clients, de faire des plans stratégiques. Nous avons l'habitude de suivre nos clients, de suivre la demande, de s'adapter à la demande. Nous devons considérer qu'aujourd'hui, notre mode de management doit changer. Nous devons construire, comme nos clients, des plans stratégiques avec un investissement à mettre en place, des ressources humaines à mettre en place et des résultats à mesurer au fur et à mesure de ces investissements. Nous l'avons bien vu pendant la crise, ceux d'entre nous qui se sont le mieux adaptés à ces événements sont ceux qui avaient adapté, évidemment, de travailler avec le cloud, puisque le cloud est la seule manière de pouvoir travailler n'importe où, avec n'importe quel collaborateur, avec n'importe quel outil. Et donc, par conséquent, on voit bien que ceux d'entre nous qui avions anticipé ce formidable changement ont sans doute mieux répondu à l'adaptation nécessaire de cette période tout à fait particulière que nous avons vécue. Ce que nous constatons, c'est que aujourd'hui, dans nos équipes, nous avons des profils qui sont de plus en plus différents. Et je suis persuadé que vous, comme moi, vous constatez que souvent, ce sont les plus jeunes de nos collaborateurs qui sont les plus aguerris à, entre guillemets, rentrer dans le changement. Et ce que je veux dire, c'est que, me semble-t-il, dans chaque structure, il faut trouver, entre guillemets, le champion de la technologie. Vous devez avoir dans vos cabinets, forcément, un collaborateur ou une collaboratrice qui est un champion de la technologie. Je le constate dans les équipes que nous-mêmes nous dirigeons, qu'il existe au sein de nos équipes des garçons, des filles qui réagissent avant tout le monde,
qui savent mieux que les autres trouver le nouveau logiciel qui est nécessaire et qui savent mieux que tout le monde intégrer les nouvelles technologies. Eh bien, il faut que nous ayons des champions de la technologie dans nos cabinets. Ces champions de la technologie dans nos cabinets, sans aucun doute, n'ont pas forcément la même formation, n'ont pas forcément fait les mêmes études. Et je dis souvent à mes propres collaborateurs qu'aujourd'hui, souvent, nous avons plus besoin d'avoir des gens qui font de la collecte data que d'avoir de vrais comptables. Et donc, ce sujet de la collecte data, ce sujet de la manière de plugger au fur et à mesure des logiciels, puisqu'aujourd'hui, quasiment tous les logiciels se parlent, nécessite d'avoir en interne des champions de la technologie. Alors évidemment, toutes ces évolutions, eh bien, notamment dans le monde des SMP, des petits et moyens professionnels ou des tailles moyennes de firmes, ne peuvent pas se faire sans l'implication des clients. Les clients, nos clients, doivent être impliqués dans l'évolution de nos technologies. Et par conséquent, il faut vraiment, sur les grands sujets et avec les principaux clients, comprendre et analyser avec eux quelles sont les nouvelles technologies que nous devons mettre en place pour qu'elles s'adaptent à leurs besoins. Je regarde souvent aujourd'hui nos plus jeunes clients. Nous avons développé un secteur start-up. Je constate qu'ils ne savent regarder leurs comptes qu'à travers leur mobile ou à travers leur tablette. Ils n'ont plus du tout envie de regarder des comptes. Et ils veulent des comptes qui soient des comptes en temps réel, au jour le jour. Ils ont besoin de suivre leurs performances au jour le jour. Et pour ceux même les plus modestes qui ont usé ou abusé de fonds d'investissement, eh bien, ils savent qu'ils doivent tous les jours analyser le cash. Et donc, par conséquent, il faut impérativement pour le futur que les outils que nous allons créer, que nous allons développer, que nous allons acquérir, que nous allons financer, eh bien, ces outils, ils doivent être faits en liaison avec les besoins de nos clients. Les besoins de nos clients sont en quelque sorte les phares de ce que doivent être à long terme nos nouvelles technologies. Alors, pour ce faire, eh bien, il faut effectivement aller chercher des talents. Nos compétences ne présentent qu'un intérêt limité, puisque les journées n'ayant que 24 heures avec le temps nécessaire pour se reposer ou prendre le soin de sa famille, il est évident que nous ne pouvons rien faire sans des équipes. Eh bien donc, il faut donc que nous créons des systèmes nouveaux de relations entre nos clients et nos collaborateurs et que nous poussions nos collaborateurs à avoir des relations qui sont évidemment différentes puisque organisées, entre guillemets, sur une relation digitale. Aujourd'hui, on le voit bien, le fait de saisir une facture, le fait de recopier une écriture n'a plus aucun sens. Je veille à ce que dans ma propre organisation, nous avons des équipes qui travaillent avec zéro papier, mais pas hier, déjà avant-hier. Et donc, par conséquent, pour travailler avec zéro papier, il faut aussi que nos clients soient avec zéro papier. Et une fois de plus, il faut donc que nous ayons des collaborateurs qui soient formés différemment et qui soient totalement impliqués dans le digital. Alors pour cela, il faut des systèmes de formation réguliers. Il faut habituer à créer avec nos collaborateurs des systèmes de simulation. Il faut les mettre dans des situations de difficulté quelquefois, sous forme de simulation, comme un pilote. Lorsqu'il apprend à piloter, eh bien, on le met dans des conditions d'un avion qui a un problème avec un moteur, d'un temps qui est exécrable, une tempête. Eh bien, c'est un peu la même chose avec nos collaborateurs. Il faut habituer à les former. Il faut les former avec du digital, il faut les former avec de nouveaux systèmes de formation. Et il faut créer des groupes interactifs dans les structures pour les mettre dans des situations de difficulté et de voir comment ils réagissent. Il faut ensuite leur apprendre à ce que sont les fondamentaux de nos professions. Le monde change, il n'y a pas que la technologie qui change.
On voit bien aujourd'hui que l'éthique, le comportement des entrepreneurs, la manière dont les gens se comportent, le fait qu'aujourd'hui, on retrouve tout sur Internet ou dans les réseaux sociaux font que les relations avec nos collaborateurs, les relations avec nos clients et les relations de nos clients avec les différentes administrations doivent être totalement transparentes. Aujourd'hui, on voit bien que notre profession est porteuse, notamment pour les entreprises plus traditionnelles, est porteuse, entre guillemets, d'une authenticité de nos travaux et de veiller à ce que les lois et règlements soient particulièrement respectés. Comment faire comprendre un jour à un collaborateur qu'un client ne respecterait pas la règle fiscale ou qu'un client volontairement voudrait se détourner de ce que sont ses obligations professionnelles? Et d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera du code d'éthique. On voit aujourd'hui que l'ensemble de la profession, qu'il s'agisse de la profession libérale telle que vous êtes ou des firmes d'audit ou de comptabilité, mais aussi ceux qui travaillent en entreprise, eh bien, sont soumis au même code d'éthique. Il faut donc que, à la fois, nos collaborateurs aient des systèmes de formation innovants. Il faut qu'ils travaillent en groupe pour créer entre eux une émulation technologique et il faut surtout leur offrir des progressions. Aujourd'hui, je le constate dans beaucoup de pays, la profession se plaint de la difficulté à recruter. Eh bien, pourquoi avons-nous des difficultés à recruter? Nous avons des difficultés à recruter parce que, pour beaucoup de nos collaborateurs, la vision de leur future carrière n'est pas évidente. Et certainement, ils ne veulent pas avoir les carrières que nous avons eues. Ce n'est pas que nous avons eu des carrières qui ne leur plaisent pas, c'est que leur mentalité, les outils qu'ils utilisent ne sont pas les mentalités ou les outils que nous avons utilisés. Par conséquent, il faut créer un système qui fasse que nos jeunes équipes se reconnaissent dans le plan stratégique et se reconnaissent notamment dans l'évolution des technologies. Et ces systèmes-là doivent entraîner à avoir régulièrement des outils de mesure pour s'assurer que, entre guillemets, ils se sont intégrés dans ce plan stratégique. Nous l'avons vu avec la crise de la pandémie. Aujourd'hui, les collaborateurs veulent avoir un temps flexible. Aujourd'hui, nos collaborateurs veulent pouvoir travailler de chez eux. Et donc, par conséquent, on voit que la relation des nouvelles générations avec le travail n'est pas la relation que nous avions avec le travail. Et on voit bien que cette nouvelle génération a d'autres préoccupations, a d'autres envies, et qu'il est totalement, entre guillemets, inutile de vouloir essayer de les faire changer. C'est à nous de nous adapter. Et dans les recrutements que nous avons à faire, eh bien, nous devons recruter des gens qui ont des compétences, je le disais tout à l'heure, qui ne sont pas comptables, des gens qui ont des compétences spécialisées. J'entendais que vous aviez eu ce matin l'excellent Gilles de Courcelles sur les questions d'évaluation, mais il est extrêmement important d'avoir dans votre staff des compétences différentes qui viennent appuyer les compétences plus traditionnelles. Et donc, il faut que nous rentrions dans un système où globalement nous étions des gens qui étions là pour enregistrer des transactions, pour passer dans un système où nous sommes des gens qui accompagnons la stratégie de nos clients. Et donc, c'est parce que nous-mêmes aurons mis en place des systèmes pour avoir des plans stratégiques et le suivre, que nous serons de plus en plus à même d'aider les clients à avoir des plans stratégiques. Nos clients ne veulent plus des états financiers. Nos clients, ils veulent des tableaux de bord. Nos clients ne veulent pas seulement des résultats. Nos clients veulent être comparés avec leurs concurrents. Nos clients ne veulent pas simplement se rémunérer ou se verser des dividendes. Ils veulent acquérir de nouvelles sociétés. Ils veulent se développer. Ils veulent se développer à l'international. Ils veulent se développer au plan local. Et par conséquent, il faut que tous ces développements qui sont nécessités par les clients,
eh bien, il s'accompagne chez nous, dans nos cabinets, d'une stratégie de marketing sur les services que nous allons offrir. Et puisque vous n'appartenez pas, comme moi-même d'ailleurs, au Big Four, eh bien, quelles sont les bonnes stratégies pour rester, se développer et continuer à progresser? Eh bien, la première des stratégies, elle est d'essayer de trouver des stratégies de niche. Lorsqu'une structure a une compétence affirmée dans un domaine particulier, eh bien, elle va sur ce domaine particulier faire un développement considérable parce que cette structure sera reconnue comme la structure sachante. Et donc, par conséquent, il faut, là encore, avoir le staff et les ressources humaines qui correspondent à une stratégie de marché de niche. Et cette notion de marché de niche, elle est extrêmement importante. Alors, pour y arriver, il y a bien sûr le staff, il y a ses propres compétences, et puis il y a le fait aussi qu'on peut s'allier, qu'on peut s'associer avec d'autres structures qui ont des compétences que nous n'avons pas. Je prends un exemple simple. Si vous voulez faire des activités dans le monde de l'assurance, le monde de l'assurance repose sur des systèmes d'évaluation et de provision mathématiques qui nécessitent d'avoir des actuaires. Si vous voulez développer des systèmes de IT extrêmement performants, il vous faut des spécialistes des IT. Et donc, on voit bien que, en fonction de ce qu'est le plan stratégique, parce que c'est le plan stratégique qui fixe tout ça, eh bien, à certains moments, il est nécessaire de trouver des alliances avec des spécialistes de sujets qui ne sont pas forcément les vôtres et qui vont ainsi, une fois de plus, et même dans le plan de carrière de vos collaborateurs, entraîner, entre guillemets, un effet d'émulation et de recherche dans des nouvelles activités et dans des nouvelles probabilités de ressources, de revenus. On voit donc que le monde de demain est un monde qui sera très différent du monde d'aujourd'hui. La seule différence avec ce que nous avons vécu aujourd'hui, depuis quelques années, c'est que le monde de demain, il est aujourd'hui. Et pour voir que certains d'entre vous sont déjà des professionnels aguerris, les changements que nous avons connus, l'ai-je dit, étaient relativement lents. Aujourd'hui, le changement d'aujourd'hui est déjà le changement d'hier. Et donc, par conséquent, nous devons nous adapter et pour ce faire, il faut, comme nos clients, comme ce que nous le recommandons, je le répète, construire votre plan sur le futur. Voilà pour commencer ce que je voulais dire sur ce qu'était globalement l'évolution de notre profession et ce que nous devions faire à partir de ce soir, voire de demain matin. Le deuxième sujet qui me tient à cœur est la manière dont nous devons organiser nos structures pour la partie de l'audit. Je passe donc de la partie de la comptabilité, du conseil, à la partie de l'audit. Ce qui est très remarquable dans l'évolution de la gouvernance des structures d'audit, c'est que à la fois les nouveaux systèmes de contrôle et les nouveaux systèmes réglementaires en Europe et en Europe conduisent à changer la gouvernance des firmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Changer la gouvernance des firmes, ça veut dire que, entre guillemets, les auditeurs ne doivent subir aucune influence et doivent prouver qu'ils ne subissent aucune influence, premièrement. Deuxièmement, ça veut dire qu'il doit exister au sein de chaque structure un mode de fonctionnement qui fasse que le contrôle qualité, le contrôle interne du cabinet est un système qui ne s'applique pas dossier par dossier, mais qui s'applique à l'ensemble du cabinet. On le voit, comme vous le savez, la prochaine norme ISQQM n'est pas encore tout à fait votée puisqu'elle devait être votée au mois de mars et donc à cause du Covid, elle a été reportée. Mais ceci conduit, pour ceux d'entre vous qui seraient dans ce domaine d'activité, les entités d'intérêt public à avoir un partenaire dédié uniquement à l'activité de contrôle interne ou de contrôle qualité. Ça veut donc dire que dans nos cabinets, dans nos structures, nous devons avoir des professionnels dont la seule activité
et de faire du contrôle interne et du contrôle qualité. Ceci est indispensable, ceci change considérablement la manière de considérer l'audit et ceci, évidemment, a un coût considérable. Bien entendu, notamment dans des réseaux, il est possible, sans aucun doute, pour les cabinets qui ont des entités d'intérêt public, de peut-être de regrouper une compétence ou une ou deux compétences dont la seule vocation est de suivre le contrôle interne du cabinet en temps permanent et d'assurer, entre guillemets, une permanence de contrôle qualité. D'ailleurs, quand nous faisons des audits chez nos clients, c'est bien ce que nous leur demandons. Nous leur demandons bien de savoir s'ils ont un système de contrôle interne qui est efficient et, entre guillemets, permanent. Nous leur demandons bien si, en dehors de leur système de contrôle interne, ils ont un système d'audit interne. Eh bien, comme je le disais sur les plans marketing et les plans stratégiques, nos cabinets doivent se comporter aujourd'hui comme nos entrepreneurs. La rotation des signataires, la rotation des firmes sont des sujets qui nécessitent de changer et de modifier considérablement la gouvernance de nos cabinets. Dans un certain nombre de pays, certains vont chercher des financements externes et ont quelquefois des actionnaires qui ne sont pas des professionnels. Eh bien, dans ces structures-là, il faut que dans le conseil d'administration, comme chez nos clients, il y ait des administrateurs indépendants. Et il faut que dans les structures qui grossissent, eh bien, les conseils doivent comporter des professionnels qui ne sont pas issus du cabinet, qui sont extérieurs, voire des compétences qui ne sont pas des professionnels au sens de notre diplôme, et d'imaginer que dans nos conseils d'administration, nous ayons des professionnels qui ne soient pas des associés du cabinet ou qui ne soient pas des partenaires. Et ça, je crois que c'est une grande révolution. Je ne sais pas s'il y a dans le réseau des gens qui sont des confrères qui viennent de Hollande, mais dans les grandes maisons à Hollande, le gouvernement hollandais a imposé qu'il y ait systématiquement un auditeur ou un professionnel qui ne soit pas un partenaire du cabinet. Voilà ce que je voulais dire sur l'évolution de nos gouvernances, à la fois une structure organisée de contrôle interne et d'audit interne, le fait que ces systèmes ne sont plus ralliés directement au dossier, mais doivent être imputés et organisés au niveau de l'organisation, avec, en tant que de besoin, l'entrée de tiers externes qui assurent que tout ça est à la fois transparent et fait qu'aucun auditeur ne puisse subir une pression qui serait de nature à faire changer son opinion. Pour conclure, les quelques mots que je voulais vous dire, je voudrais revenir sur un sujet qui me tient aussi à cœur, qui est, je ne suis pas sûr que vous l'ayez tous vu, ou du moins en détail, qui est l'évolution de notre code d'éthique. Vous le savez, la profession, depuis presque 4 ans, voire même 5 ans, subit au plan mondial une pression, et notamment beaucoup de régulateurs s'interrogeaient sur le fait que ce qui est le comité qui fait les standards pour l'audit et ce qui est le comité qui fait les standards pour l'éthique, eh bien, les régulateurs s'interrogeaient de savoir s'il fallait ou non fusionner ces deux comités. Il semblerait qu'après des mois et des années de discussion, nous restions dans le statu quo, et notamment pour rester dans le statu quo, les régulateurs ont demandé 2 choses, c'est que le code d'éthique soit révisé, et que deuxièmement, quand il y a des modifications qui doivent intervenir, eh bien, les délais à la fois de préparation de ces modifications, de leur publication et de leur mise en œuvre doivent se faire d'une manière beaucoup plus rapide. Comme vous l'avez constaté, les conséquences de cela, c'est qu'aujourd'hui, entre guillemets, le rapport d'audit est le même quasiment au plan mondial. Et je pense que tous autour de cette table, si vous faites de l'audit, vous avez les mêmes rapports. Qu'est-ce qui est important dans l'évolution du code d'éthique? C'est qu'effectivement,
on a changé l'organisation du code d'éthique pour qu'il y ait à la fois une première partie totalement générale qui s'applique à tous les professionnels et ensuite des parties dédiées en fonction des activités. La partie générale qui concerne tous les professionnels, globalement, il n'y a rien de nouveau pour vous. C'est une expression sans doute plus formalisée, voire plus formaliste, mais globalement, c'est ce que vous pratiquez vraisemblablement tous les jours. Il y a une deuxième section qui est extrêmement importante, que certains pays d'ailleurs n'utilisent pas forcément, comme la France d'ailleurs, je dois le dire, qui sont les professionnels de la comptabilité dans le business, c'est-à-dire en fait les directeurs financiers, les chefs comptables, tous ceux qui travaillent chez nos clients. Eh bien, ces professionnels-là, bien que salariés, bien que dépendants d'un contrat de travail, eh bien, ont leur propre partie du code d'éthique qui traite, comme pour nous, des questions de conflit d'intérêts, des questions de la présentation et de la communication des informations financières, de la question de la compétence, de la question de tout ce que sont aujourd'hui le suivi des cadeaux reçus des clients ou des fournisseurs, des questions concernant la réponse aux éventuelles divulgations faites par les auditeurs et la manière de répondre aux pressions qu'ils peuvent subir de la part de leur hiérarchie. Ensuite, il y a une section qui est uniquement destinée à ceux qui sont des auditeurs des entités d'intérêt public. Et là, on retrouve exactement une approche comparable, c'est-à-dire qu'effectivement, la question des conflits d'intérêts, la manière dont sont désignés les auditeurs, la manière dont est déterminée l'opinion, la manière dont nos prestations sont rémunérées, comment elles sont rémunérées, le poids des structures dans notre chiffre d'affaires, la relation que nous avons lorsque nous recevons des cadeaux, des invitations à déjeuner, etc. Et la manière aussi dont nous organisons les éventuelles nécessaires déclarations des fraudes ou des irrégularités que nous découvrons. Enfin, il y a toute une section qui concerne les activités non destinées aux intérêts d'entités publiques et qui concerne évidemment la généralité de nos activités, c'est-à-dire en fait tout ce que sont nos engagements, tout ce que sont les revues que nous faisons des documents qu'on nous remet, et notamment lorsque nous avons des relations longues et anciennes avec nos clients, pour s'assurer qu'au bout d'un certain moment, il n'y a pas une relation trop familière avec nos clients qui serait de nature à influencer nos jugements. Comme vous le savez, les services qui ne sont pas des services d'audit ne sont pas traités de la même manière suivant qu'il s'agisse d'entités d'intérêt public ou d'entités plus traditionnelles. Et par conséquent, évidemment, le code revient sur les différences qui doivent être organisées pour ces services. Je rappelle que pour les services non audits dans les structures d'intérêt public, aujourd'hui, elles doivent être autorisées par le comité d'audit et que les auditeurs ne peuvent pas avoir des prestations, qui ne sont pas autorisées si le comité d'audit ne les a pas clairement identifiées et déterminé leur rémunération. Voilà. Je voudrais rappeler enfin que l'ensemble de ces nouvelles réglementations sont pour les Européens ou pour les pays qui appliquent les codes européens issus de notre réglementation européenne et évidemment issus de l'audit committee de l'IFAC et de l'éthique committee de l'IFAC. Voilà globalement ce que je voulais vous dire sur ce que sont, à mon avis, les grandes réformes de cette profession, à la fois l'évolution technologique à laquelle nous sommes fait face, le changement de la gouvernance de nos cabinets en matière d'audit et évidemment
les différenciations rappelées par le Code d'éthique sur les entités d'intérêt public et celles qui ne le sont pas. J'espère ne pas avoir été trop rapide ou trop synthétique. Et évidemment, je suis absolument ravi de répondre à toutes les questions que vous auriez à me poser. Merci beaucoup, Monsieur Potvin, pour votre exposé et cette première partie. C'est vrai qu'il y aura sûrement peut-être beaucoup je l'espère, de questions qui vont venir après derrière. Vous avez parlé au tout début d'un élément qui est essentiel, c'est nos collaborateurs et l'évolution de ceux-ci et le fait d'avoir des plus jeunes collaborateurs qui ont des visions qui sont différentes. Je pense que vous l'avez constaté, ils ont aussi des intérêts qui sont différents, où le travail n'est pas forcément la première partie qui est mise en avant. D'où la difficulté à pouvoir trouver des cadres et des personnes qui ne veulent pas s'investir forcément en temps, mais en responsabilité parmi les plus jeunes collaborateurs. Est-ce que vous avez déjà eu une réflexion de comment lier ce besoin lié à la nouvelle technologie, les plus jeunes collaborateurs et cette évolution avec la possibilité des cabinets de pouvoir continuer à évoluer et avoir non pas des patrons patriarches comme on l'a eu peut-être jusqu'à maintenant dans certaines entreprises, mais une nouvelle génération de managers qui viendront derrière. Votre micro, excusez-moi. Ce que je crois, si vous voulez, c'est que le concept même de gouvernance de nos cabinets doit complètement changer. Si vous intégrez des compétences qui ne sont pas des compétences comptables, si vous intégrez des compétences qui ne sont pas des compétences audit, il ne faut pas leur demander de prendre des responsabilités dans les domaines qui ne sont pas les leurs. Mais par contre, leur demander de prendre des responsabilités dans les domaines qui sont leurs domaines de compétences, eh bien, je crois qu'ils sont parfaitement disposés à le faire. Ils sont parfaitement disposés à le faire, mais dans une mécanique qui, pour certains, paraît étonnante, d'un temps flexible, de pouvoir s'intéresser à une gamme plus large environnementale et de pouvoir développer ce que sont leurs sensibilités. Je m'explique, vous avez des jeunes qui sont très sensibles à la responsabilité sociétale en matière d'environnement. Tout ce qui concerne l'environnement, son appréciation, les mesures qui sont prises en faveur de l'environnement, la manière de les évaluer, la manière de les comptabiliser, la manière de communiquer sont des choses qui sont fondamentales. Et quand vous parlez de l'intérêt que nos jeunes collaborateurs ont, ce que je crois, c'est que la grande faiblesse de nos structures, c'est que nous n'avons pas souvent de vrais plans stratégiques et nous n'avons pas en général de plan marketing. Et si vous voulez attirer des compétences et si vous développez au sein de vos structures des produits nouveaux ou des compétences particulières, eh bien, il faut mettre en avant ceux qui les ont développés et ceux qui les assument. C'est en organisant une reconnaissance de leur environnement que vous favoriserez leur prise de responsabilité. Merci beaucoup. J'ouvre le débat. Qui désirait intervenir en posant une question ou en complétant ce que M. Potvin, John, volontiers, en n'oubliant pas de mettre le micro. One of the things that has been, Bonjour. Oui, alors l'un des changements qui est en augmentation est le nombre de plaintes. D'une part, on peut le considérer comme une nouvelle catégorie de travail dans laquelle on pourrait se pencher. Et pour tous ceux qui sont concentrés sur nos activités de base, c'est décourageant. Alors, comment traiter cette augmentation, comment la considérer, cette augmentation non pas de travail réel, mais de travail qui est dû au fait à des plaintes par rapport au travail que l'on preste? Si j'ai bien compris la question, c'est la manière d'organiser l'évolution de nos prestations par rapport à la compétence et à l'organisation de nos clients. also from the point of view of recruiting.
aussi du point de vue du recrutement. Une fois de plus, la question est quelles sont les missions et les travaux que vous avez à confier à vos nouvelles équipes. Si vous voulez attirer de nouveaux talents, il faut qu'ils puissent s'épanouir sur de nouvelles activités. Quand on parle de comptabilité aux jeunes, il faut reconnaître que ça ne les fait pas rêver. Quand on parle d'audit aux jeunes, ça ne le fait pas toujours rêver. Si par contre, vous leur proposez de faire des évaluations de ce que sont les responsabilités environnementales, si vous leur proposez de rechercher quelles sont les solutions en matière d'IT pour faire que, globalement, on n'ait pas à saisir des pièces comptables, mais qu'on ait juste à déverser des banques de données dans une organisation et de savoir les analyser, les traiter et en tirer toute une série de renseignements qui sont utiles aux dirigeants, eh bien, je crois que nous attirons des talents différents et je crois que c'est une manière de faire pour retenir aussi des talents qui sont chez nous. Mais pour ce faire, c'est comme egg and chicken. Il faut à la fois avoir l'idée des produits et les mettre vraiment en œuvre. Je crois que le comptable traditionnel tel que nous l'avons connu, eh bien, ce comptable traditionnel aujourd'hui, eh bien, il n'existe plus. Quelqu'un désire prendre la parole? Jana? Jacques, bonjour, merci. Tu as évoqué les problèmes d'évolution du contrôle interne et du contrôle qualité des cabinets, auxquels je suis très attaché puisque nous avons développé ce genre de prestations. Beaucoup de cabinets sont de très petites structures qui n'ont pas les ressources humaines ou financières pour mener à bien ce genre de gouvernance au sein du cabinet, ou qui n'en ont pas le désir, certains considérant qu'on ne contrôle pas un associé. Les cabinets sont souvent des cabinets de 1, 2, 3 professionnels et un certain nombre de salariés. Est-ce que cela, d'après toi, ne va pas entraîner des évolutions dans la structure même de la profession par des regroupements ou au contraire quel est ton point de vue là-dessus? Excusez-moi, il y a votre micro, voilà. Votre micro est toujours coupé. Pardon, voilà, excusez-moi. Je disais donc, comme tu le disais, les structures les plus modestes n'ont pas forcément la capacité financière pour, entre guillemets, consacrer un des partenaires ou un cadre supérieur uniquement au système de contrôle interne. Et donc, rien n'interdit, entre guillemets, deux manières de régler cette question. La première manière, c'est que rien n'interdit à un professionnel d'être totalement indépendant du secteur de l'audit, mais par ailleurs d'avoir des activités de conseil ou de comptabilité pour la structure. Ce qui lui est interdit, c'est de faire à la fois, s'il y a des intérêts d'intérêt public, de faire à la fois le contrôle interne et d'agir sur des dossiers clients. Donc, rien n'interdit d'avoir un partenaire dédié au contrôle interne et par ailleurs qui n'intervient pas sur les cabinets, sur les dossiers d'audit, mais qui intervient à l'ouvrage. La deuxième possibilité, c'est effectivement que des cabinets, par exemple au sein d'un même réseau, se regroupent Effectivement. pour avoir un collaborateur de haut niveau ou un associé de haut niveau qui soit en charge de ce contrôle interne. Ensuite, ceux qui ne veulent pas contrôler un associé, ceux qui partent du principe que ce sont des sujets qui ne les intéressent pas ou sur lesquels ils ne veulent pas évoluer, eh bien à ceux-là, je leur conseille de ne plus faire d'audit. Voilà.
Une autre solution peut-être qu'on peut préconiser, c'est de faire appel à un professionnel tiers qui peut faire ce genre de choses. Absolument. Un professionnel Prestation tiers. externe, puisque le contrôle interne, le contrôle qualité externe est possible. Donc, je crois que c'est important de le savoir, parce que ça permet également aux petits cabinets de garder quelques entités d'intérêt public s'ils montrent qu'ils ont une bonne gouvernance au sein de leur cabinet et notamment sur le contrôle interne. Merci beaucoup, en faisant attention de bien ne pas parler ensemble pour que les traducteurs n'aient qu'une seule personne à la fois à traduire. Autrement, c'est difficile pour eux de pouvoir continuer la traduction lorsque deux personnes parlent en même temps. Je continue le débat et je laisse quelqu'un désire prendre la parole. Si ce n'est pas le cas, je n'ai plus qu'à beaucoup vous remercier, Monsieur Jacques Potvin, d'avoir pris un moment avec nous cet après-midi pour partager votre point de vue sur les outils de l'évolution de notre profession, où beaucoup de challenges nous sont confiés et il faudra aller, j'en suis aussi persuadé, vite parce que le temps va s'accélérer. Non seulement les outils, mais aussi les hommes devront suivre et c'est peut-être là qu'il y aura le plus de freins à l'évolution de cette partie-là. Merci aussi d'avoir partagé l'évolution de la profession dans le domaine de l'éthique, qui est un domaine où on le voit prend de plus en plus de place et de plus en plus de besoins. Et malheureusement, je ne peux pas vous inviter à aller boire un café avec vous immédiatement maintenant pour partager encore un moment, mais merci encore infiniment du temps que vous avez bien voulu passer avec nous. Et je remercie aussi toutes les personnes qui ont fait partie de notre conférence cette fin de journée. Comme je disais avant, vous aurez l'occasion de réécouter cette conférence si vous le désirez, de la partager avec vos collaborateurs si vous le désirez aussi. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée, vous tous et toutes, en souhaitant que tout se passe bien dans vos pays, auprès de vos familles. Pour ceux qui finissent leur journée, passez une bonne fin de journée. Pour ceux qui la commencent, comme dans certaines parties du monde, je vous souhaite de passer une excellente journée et que tout se passe bien. À très bientôt à chacun d'entre vous. Merci, au revoir bye bye. à tous. Au revoir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Potvin. Merci, Monsieur Janin. Thank you. Jérôme? Vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais j'ai oublié de mettre mon micro comme d'habitude. Non, je vous ai